Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nos émotions jouent un rôle important dans notre vie, je dirais même un rôle essentiel, parce qu'elles conditionnent non seulement nos choix, mais également nos relations aux autres. Et c'est en compagnie de notre docteur en émotions, Robert Zwilly, que nous allons mieux comprendre pourquoi il est si important d'avoir une bonne intelligence émotionnelle. D'ailleurs, il y a même des gens qui disent que l'intelligence émotionnelle est la plus indispensable pour réussir sa vie. Et je suis assez d'accord, parce que je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, si on a peur, eh bien, on peut ne pas oser se diriger vers un métier qui pourtant nous passionne. Si on est très en colère, eh bien, on peut quitter la personne qu'on aime le plus au monde sur un moment comme ça de colère intense. Par tristesse, on peut être incapable de sortir de chez soi et tomber en dépression profonde. Et puis, quant à la joie, certes, elle est souvent considérée comme étant la seule émotion positive, mais on peut négliger totalement le ressenti de notre meilleur ami lorsqu'on est très en joie parce qu'on a appris par exemple une bonne nouvelle, ou alors au travail, on va se vanter d'avoir réussi un truc difficile et on va se mettre à dos tous nos collègues parce qu'on aura une joie beaucoup trop importante et ça pourrait les dévaloriser. Bref, en tout cas avec Robert Zwilly, on vous demande si vous êtes en bonne relation avec vos émotions. Alors si c'est le cas ou si c'est pas le cas, surtout, eh bien n'hésitez pas à venir en parler avec nous. Et pour ça, vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Robert Zwilly, bonjour. Bonjour Brigitte. Nous sommes ravis de vous retrouver, même si nous ne sommes pas tout à fait dans le même continent, hein, mais c'est ça qui est extraordinaire avec les nouvelles technologies, c'est qu'on peut se parler, on peut faire une émission ensemble malgré la distance. Donc vous avez beaucoup travaillé sur les émotions. Vous êtes coach en entreprise, mais vous avez aussi écrit sur des livres pour les parents, hein, comment comprendre les émotions de nos enfants. Qu'est-ce que vous diriez par rapport aux quatre émotions principales dont j'ai parlé? Et j'ai essayé de trouver un petit exemple pour montrer à quel point, si on ne gère pas bien son émotion, on peut partir à la dérive. Ouais. Déjà, bravo Brigitte, parce que nombreux sont ceux qui rajoutent des émotions, alors qu'il n'y en a que 4, effectivement. Certains rajoutent le dégoût, mais le dégoût, c'est une sensation, en fait. D'autres rajoutent la surprise encore, mais c'est un état émotionnel. Et une émotion ne peut pas se soustraire à une autre émotion, alors que le dégoût peut faire que nous soyons en colère. Ce qui est intéressant par rapport à ces 4 émotions, c'est qu'en fait, chacun fait l'apprentissage qu'il peut. Il y a un vrai désert, en fait, quand on réalise ça, il y a un vrai désert éducatif et pédagogique. Éducatif parce que je connais peu de parents qui sensibilisent naturellement leurs enfants à leurs émotions. Ils parlent à eux en tant que parents de leurs propres émotions en disant « fais attention, arrête-ci ». Donc ils témoignent de leurs émotions, mais ils ne font pas naturellement réfléchir leurs propres enfants sur ce que eux ressentent. Et puis il y a aussi un désert pédagogique parce que nulle part on vous apprend à gérer le petit lion qui est la manifestation de vos émotions. Vous savez, vous m'avez souvent entendu dire, l'émotion c'est le lion dont nous sommes le dompteur. Il n'y a que la littérature qui nous aide à dompter à peu près ce lion, mais sinon, il y a vraiment ce désert éducatif et pédagogique. Et c'est étonnant parce que vous avez raison de dire combien nos émotions sont importantes, voire cruciales, parce qu'elles conditionnent notre rapport aux autres, elles conditionnent notre rapport, elles conditionnent notre santé également, parce que des émotions qu'on gère mal, la peur dont vous parliez, fait que vous avez des crampes d'estomac, fait que vous vous sentez pas bien. Et il faut pas négliger nos émotions. Et la peur, elle peut nous inhiber. La colère, elle peut nous rendre insupportables dans nos modalités de communication. La joie, elle peut nous rendre arrogants. Vous l'avez très bien dit. Et la tristesse, elle peut nous isoler des autres. Et quand on mesure à quel point ces émotions conditionnent notre qualité de vie en général, je pense qu'il serait temps qu'on l'enseigne vraiment quelque part. Et il faudrait créer une école des émotions. Mais ça, il me reste quelques années à vivre pour peut-être tenter de le faire, Brigitte.
En tout cas, vous avez 2 heures là pour le faire déjà, Robert Zully. Alors, qu'est-ce qu'on peut Non, et si, c'est important, et on va avoir. Je suis sûr qu'on va avoir des témoignages qui vont vous aider à nous éclairer. Mais qu'est-ce qu'on peut dire déjà? C'est une émotion, c'est quelque chose qu'on ressent dans son corps, c'est quelque chose qu'on ressent psychologiquement. Comment vous expliqueriez une ça? émotion, c'est quelque chose qui nous fait vibrer déjà. Donc effectivement, le corps, c'est le thermomètre de notre émotion. Mais ça suffit pas. Vous parliez d'intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle, elle parle de notre capacité à comprendre ce que nous ressentons. Est-ce que nous sommes en capacité de nommer ce que nous ressentons, de reconnaître? Est-ce que je fais la différence quand je suis, par exemple, frustré entre une frustration qui est liée à de la colère parce que j'ai pas obtenu ce que je voulais, ou une frustration qui est liée à de la peur parce que je n'ose pas faire les choses et je ressens cette frustration? Ne serait-ce que ça, déjà, quand on est capable de s'interroger sur ce qu'on ressent, eh bien, on est un peu plus à l'aise pour le gérer. Si, vous savez, je crois que c'est ça qu'il disait, mal nommer les choses participe du malheur du monde. Et mal nommer ses émotions, c'est contribuer à son propre malheur et parfois dans l'interaction avec l'autre, au malheur de l'autre. Vous parliez de relations amoureuses tout à l'heure, et cette capacité quand on est en colère, sur un coup de tête, à dire bah stop, j'arrête, alors qu'on est profondément amoureux de la personne qui est en face de nous. C'est ce petit lion. Ce petit lion, quand on sait pas le gérer, eh ben il fait des dégâts dans la relation. Et c'est tellement précieux de se dire qu'on a les moyens, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos émotions nous renvoient à des besoins. Quels sont les besoins auxquels me renvoient mes émotions? Et ça, la même émotion ne produit pas le même besoin. Par exemple, si j'ai peur, parce que je suis très amoureux de mon conjoint et je me dis que peut-être il pourrait s'en aller et je serais très malheureux, ce dont j'ai besoin, en fait, c'est de réassurance. Mais comment j'obtiens la réassurance? Et c'est ça qui est intéressant en matière d'émotion, c'est que l'émotion, en fait, comme elle conditionne notre qualité relationnelle avec les autres, elle est une co-responsabilité. Donc, si je ne partage pas mon émotion, je ne peux pas obtenir de réponse aux besoins qui sont les miens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que peu d'entre nous osons dire à l'autre ce dont nous avons besoin, parce que parfois on nous a pris à terre nos émotions, parce que peut-être on se dit oui, mais si je lui parle, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il va penser que je suis faible, ou peut-être il va me trouver intrusif. Et ça parle de notre rapport à soi. Bien souvent, nos émotions nous confrontent à notre estime de soi. Et plus nos expériences émotionnelles sont défavorables, et plus notre estime de soi est fragilisée. Et donc, moi, je suis en capacité dans l'interaction avec l'autre, de répondre à mes besoins. Donc, si je ne sais pas demander à l'autre de la réassurance, je risque de rester dans mon coin et de faire des choses qui vont provoquer le rejet de l'autre. Parce que c'est ça qui est bizarre avec certaines de nos émotions, comme la peur. Si je ne sais pas la gérer, je vais donner la peur à l'autre, mais sans faire ma demande en termes de besoin de réassurance, l'autre peut ne pas le comprendre et ça va lui donner envie de tout faire sauf de vous rassurer, parce que peut-être que lui, ça va l'agacer, ça va générer de la colère chez lui. Et ça, c'est une mécanique qui est parfois complexe quand on la connaît pas. Et donc, par peur aussi de dire des bêtises, on préfère se taire, alors qu'il est tellement précieux de considérer que l'autre peut être une ressource. Et c'est l'un des apprentissages les plus précieux de la compréhension de nos émotions et de cette intelligence émotionnelle, c'est de comprendre que l'autre n'est pas notre ennemi, mais qu'il est une ressource, et que quand on lui demande de l'aide, c'est très très rare qu'il nous la donne pas. Et en termes émotionnels, c'est extrêmement précieux. Par exemple, c'est ce qu'on vit, vous parliez de relations avec des collègues, c'est ce qu'on vit dans des relations managériales. Combien de fois j'entends des collaborateurs me dire « Ah ben Robert, si j'ai besoin de rien, je vais voir mon manager ». Et ça témoigne de ce lien rompu dans la capacité que peut avoir l'autre à être une ressource pour toi. Et c'est aussi vrai dans les relations amoureuses. Ce qui est terrible quand je vous écoute, Robert Zully, ça veut dire qu'on apprend enfant à ne pas oser demander, et puis donc on continue adulte à ne pas oser demander quoi que ce soit, puisque de toute façon on a l'impression qu'on va pas nous accorder ce qu'on a envie ou ce qu'on a besoin. C'est fou, hein, ce que vous dites. Ça veut dire que finalement les parents sont totalement aveugles aux besoins de leurs enfants, aux besoins réels de leurs enfants, en fait. Ils leur donnent ce qu'ils croient
avoir, ce qu'ils croient avoir envie de donner. Enfin, bien sûr, mais faut pas incriminer les parents. C'est une sacrée responsabilité. Mais quand on nous a pas appris nous-mêmes en tant qu'enfants, comment voulez-vous qu'on le propose à nos parents? Et combien de fois j'ai entendu des femmes plutôt, des mères, plus que des hommes, réaliser au moment où elles mettent au monde leur enfant, réaliser combien le rapport émotionnel qu'elles ont eu avec leurs parents a été déficitaire. Parce que quand tout d'un coup vous devenez mère et que vous voyez comment vous pouvez vous comporter avec votre enfant, vous faites instantanément le parallèle avec ce que vous avez vécu en tant qu'enfant. Et là, parfois, je vous avoue que c'est violent pour certaines personnes qui disent « mais waouh, on m'a jamais dit je t'aime ». Vous vous rendez compte, Brigitte, il y a des enfants, on leur a jamais dit je t'aime. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de dire je t'aime. Si t'es dans la famille, c'est qu'on t'aime, sinon on t'aurait pas fait. Mais un enfant qui n'entend pas je t'aime, ben pour lui, ça développe une carence affective qui le rend parfois incapable de répondre à ce besoin de connexion à l'autre, de se sentir compris par l'autre. Et il faut le développer tout seul. Mais bien sûr, on nous a pas appris en tant que parents. On va essayer de le développer ensemble sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à nous appeler. On va essayer de vous aider. On va essayer d'aider Pauline dans un instant. À tout de suite. C'est Jacques Pessis. Bonne année, très bonne année. Une année meilleure que les précédentes. C'est tout le bien que je peux vous souhaiter. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sur netto.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous allons vous aider durant ces 2 heures avec Robert Zuilly à décoder vos émotions. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler si vous avez envie de mieux comprendre ce que vous ressentez. 0826 300 300. Robert Zuilly, on va revenir peut-être aussi sur les peurs qui provoquent de l'anxiété avec Pauline, je crois. Bonjour Pauline. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Robert. Bonjour. Bonjour. Oui, alors écoutez, oui, là, c'est vrai que la peur, c'est quand même. Alors, je dirais que déjà, je voulais quand même dire qu'au niveau de l'éducation, j'ai eu la chance d'avoir l'occasion depuis mon plus jeune âge pour exprimer mes ressentis, mes émotions diverses et variées. Donc, j'ai une tendance à les exprimer naturellement. Donc déjà. Ça m'a quand même aidée parce que je suis quand même d'une nature anxieuse et je dirais que mes peurs, elles sont essentiellement liées. J'imagine un peu le pire en fait. Par exemple, s'il y a une situation qui sort un peu de l'ordinaire, de la routine, je vais me faire tout un tas de scénarios. Il va se passer ça, il va se passer ci. J'ai l'impression que ça m'aide à. Non, ça m'aide pas. Disons que c'est quand même embêtant parce que ça crée une anxiété un peu pour beaucoup de choses, quoi. Voilà. Mais peut-être que c'est un moyen de contrôler. C'est ça. Ouais, l'avenir. C'est ça. Ce que vous dites. Ce que vous dites, Pauline, quand vous dites je suis d'une nature anxieuse, j'anticipe les scénarios. Effectivement, ça parle de votre besoin de contrôler les choses. Ce qui est intéressant souvent avec le contrôle, c'est qu'on se dit qu'en imaginant le pire dans toutes les situations, il y a une chose qu'on ne risque pas, c'est d'être déçu. Parce que si vous prévoyez le meilleur et qu'il n'arrive pas, ben là, ça va être une sacrée déception. Donc en fait, ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'au fond, ça vous confronte à votre capacité à savoir gérer la tristesse. Ce qui veut dire que si nous devions, vous et moi, travailler ensemble, je vous ferai moins travailler sur la peur que sur la tristesse. C'est-à-dire que je vous aiderai à restaurer votre capacité à savoir être déçu des choses. Comme ça vous éviterait d'anticiper les scénarios les pires pour justement éviter d'être déçu. Oui, d'autant que quand Oui, parce que d'autant qu'en imaginant toujours le pire de ce qui peut arriver, vous faites pas du bien. Et sans doute en plus que ça vous bloque, c'est-à-dire que quand on imagine que ça va mal se passer, on y va moins facilement. Et en plus, on a plus de chances de pas y arriver que si on est positif. Et donc d'être déçu, et c'est ça le scénario terrible avec la peur, c'est qu'elle provoque généralement ce qu'on craint. Absolument.
Parce que alors, finalement, vous projetez, Ouais. on sait hein, le pouvoir de la visualisation et le pouvoir de l'anticipation hein, dans notre cerveau. Donc, si on envisage le pire, forcément, on se met pas dans les meilleures situations pour être heureux. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Vous savez, Pauline, juste, si vous m'autorisez, Pauline, j'aimerais illustrer ça par un exemple. C'est un enfant qui apprend à faire du vélo. S'il a peur de tomber, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder les obstacles sur la route. Le premier obstacle qu'il trouve, c'est un trottoir. Et donc, il va fixer le trottoir. Et donc, en roulant, naturellement, comme il fixe le trottoir, il va se diriger vers le trottoir. Et à un moment donné, il va buter sur le trottoir en se disant, bah, tu vois, j'avais bien raison de me méfier du trottoir. Bah, vous, c'est ce qui vous arrive. Vous vous méfiez des trottoirs, eh ben, vous tapez dedans en vous disant, bah, tu vois, j'avais raison. Alors, je nuance un peu parce que c'est aussi un moteur. Ça m'empêche pas de. En fait, comme j'arrive à m'observer anxieuse, je sais pas comment dire. Ah bah oui, ça y est, ça recommence. Je suis anxieuse. Oui, je sais pourquoi, je me connais, etc. Ça m'empêche pas d'agir. Mais c'est quand même, ça prend quand même de l'énergie. Vous voyez? Oui. Ça n'empêche pas d'agir parce que de nature, je suis un peu impulsive et spontanée, etc. Et je sais apprécier les choses, même et la joie, puisqu'on parle aussi des autres émotions, elles sont présentes et exprimées. Mais ça prend beaucoup d'énergie. Et par exemple, la nuit, c'est vrai que les anxieux, souvent, ils cogitent la nuit. Ils se réveillent, ils cogitent. Moi, c'est un peu mon cas. Tout de suite, ça démarre au quart de tour. Est-ce que vous pourriez, Pauline, vous pourriez nous donner un exemple récent, concret? Comme ça, on va pouvoir mieux analyser si en effet ça vous a un petit peu brimé ou si au contraire finalement vous avez trouvé un système qui fonctionne pour vous. Alors j'ai un exemple, mais alors justement par rapport à ce que vous avez dit par rapport au pire là, et enfin, la possibilité que ça se produise. J'ai un exemple, mais ça m'a pas échappé que voilà, c'était un peu quand même bon. En fait, je devais aller au ski seulement avec ma fille. Et j'ai anticipé un scénario, donc je vais pas savoir mettre les chaînes, c'est vrai, mais s'il m'arrive un problème, je pourrais pas revenir puisque je serai la seule adulte. Et il se trouve que, comme par hasard, je me suis cassé la figure le deuxième jour. Alors que le temps était très mauvais, je suis allée skier, je me suis fait une entorse des ligaments. Et donc là, pour le coup, j'ai réalisé le scénario du pire. C'est-à-dire que là, j'étais très embêtée, puisqu'il a fallu venir me chercher. Enfin, ça fait toute une organisation, mais effectivement, j'avais anticipé. Alors ça arrive quand même pas souvent de réaliser que mes peurs se réalisent à ce point-là, hein, quand même. Mais je trouve que c'est un exemple assez typique. Voilà. Oui, mais ça va pas m'empêcher d'y aller, quoi. J'y suis allée quand même. Bon, je vais pas m'empêcher d'aller aussi parce que mon compagnon peut pas m'accompagner ou qu'une copine peut pas m'accompagner. J'y vais quand même. Mais voilà. Oui. C'est intéressant et je ne voudrais pas faire de la psychologie de comptoir, même si je suis psy, mais dans ce que vous évoquez, Pauline, ce qui est intéressant, c'est que dans ce scénario, il y a quelque chose qui se joue. Vous parlez de votre conjoint et du fait qu'il vous accompagne pas. Ça pose pour vous la question quand votre corps vous trahit en quelque sorte, et le fait que vous avez cette entorse, finalement vous sollicitez l'aide de quelqu'un de manière obligatoire et pas de manière volontaire. C'est ça qui est intéressant dans votre histoire. Et comment a réagi votre conjoint si c'est lui qui a dû venir s'occuper de vous, par exemple? Alors, entre parenthèses, ça m'aurait beaucoup rassuré qu'il soit là, du début à la fin. Et ça me permet d'ailleurs de faire plus de choses si j'ai une personne rassurante à mes côtés. Surtout pour tout ce qui est hors quotidien. Comment il a réagi? Il était pas content. Hein. Non, mais est-ce que c'est lui qui est venu vous aider? Oui, ça a été mon sauveur. Ah bon, oui. Donc vous avez réussi. Tout finit bien. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que
On pourrait aussi évoquer le fait que, comme par hasard, vous avez une entorse, mais bon, on va pas rentrer dans ce genre de prédiction. Merci en tout cas, Pauline, mais on entend bien que vous avez bien mis en place ce système et que finalement, il vous rassure et donc on va peut-être pas y toucher après tout. C'est comme ça. Allez, on fait une petite pause, Robert Zully. On continue bien sûr avec les témoignages au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nos émotions, nous en parlons avec Robert Zully. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le pouvoir des liens, aux éditions Mango. Alors la peur, elle provoque parfois de l'anxiété, voire même de l'angoisse. Et c'est Sophie maintenant qui témoigne avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Robert. Oui, alors bon, je vous appelle moi, au sujet de la peur et des angoisses. Et en fait, quand j'ai écouté le témoignage d'avant de Pauline, et il me parle un peu quand même. Vous anticipez aussi toujours le pire ? Mais en fait, moi, j'ai des crises de spasmophilie depuis 18 ans à peu près. Donc, et j'ai remarqué au fil du temps que j'ai des crises de spasmophilie quand je fais quelque chose que je ne veux pas faire. C'est-à-dire quand je m'oblige à faire quelque chose que je ne veux pas faire, j'ai une crise pour pas le faire en fait. Et donc, du coup, après, maintenant, j'en viens à avoir peur de faire les choses. C'est-à-dire, je ne sais plus si c'est une angoisse liée à la peur ou si c'est une intuition qu'il ne faut pas que j'aille à cet endroit-là. Et donc, c'est compliqué de faire la différence entre les deux. Alors, je m'oblige à faire beaucoup de choses parce que sinon, je resterai chez moi et je ferai rien. Donc, mais c'est toujours une espèce de combat, en fait. On a l'impression quand même qu'il y a une sorte de croyance qui s'est mise en place entre vos crises de spasmophilie et vos peurs. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. On sait très bien que les croyances, parfois, elles reposent sur des vérités fausses. En toujours est-il, Robert Zully, on voit bien que la peur est évidemment l'émotion dominante chez l'être humain. Et quand elle est au paroxysme, comme on l'entend pour Pauline ou Sophie, ça provoque en effet ce qu'on appelle de l'anxiété, ce qui n'est plus une émotion pure, mais qui est un ressenti. C'est un sentiment. L'anxiété, comme l'inquiétude et comme l'angoisse, sont les trois sentiments qui appartiennent au registre de la peur et qui sont déclenchés par des dangers. Des risques ou des menaces qui peuvent être perçus. Et c'est ça qui est intéressant avec nos émotions, c'est que chacun d'entre nous, on ne perçoit pas les mêmes risques, les mêmes dangers ou les mêmes menaces face au même événement. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Sophie, j'ai envie de réagir, parce qu'au fond, elle nous parle de la peur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai découvert dans mes travaux de recherche sur les émotions que la tentation que nous avons, c'est de réguler nos émotions par l'émotion apparente. Et alors qu'il y a une émotion originelle, là l'émotion apparente c'est effectivement la peur. Mais dans le cas de Sophie, qui est plutôt une conséquence de quoi ? De ce qu'elle trouve injuste de devoir faire. Elle dit je m'oblige. C'est ça que vous dites Sophie, si je comprends bien. Et donc par anticipation de cette obligation, vous avez de l'anxiété parce qu'au fond ça crée de la peur. Mais au fond, la vraie émotion que vous devez réguler, c'est la colère. La colère qui se nourrit d'un sentiment d'injustice, et ce sentiment d'injustice, il va trouver son origine dans ce qu'on appelle le préjudice qu'on ressent, c'est-à-dire de quoi je suis privé, dont je ne devrais légitimement pas être privé. Et vous, dans votre cas, cette peur que vous avez et qui crée de l'angoisse parce qu'au fond vous êtes contrainte, elle vous fait ressentir cette injustice de devoir faire quelque chose dont vous êtes privé, c'est votre liberté d'agir selon votre bon vouloir. Et c'est ça que vous devez interroger chez vous. C'est comment je fais pour réguler ma colère. Or, la colère, elle se nourrit de cette injustice. Elle est déclenchée par cette perception d'un préjudice. Et en fait, pour pouvoir être apaisée, une colère demande réparation. Donc, ça veut dire que dans les situations où vous êtes contraint, il vous faut exprimer le préjudice que ça crée pour vous libérer de cette peur de devoir le faire. Je ne sais pas si ça vous parle, mais interrogez-vous par rapport à vos récentes expériences de cette peur, et probablement que vous trouverez en racine de cette peur une colère. Et donc,
À chaque fois que vous avez peur, c'est que vous avez peur de devoir faire des choses qui vous contraignent et qui pourraient vous mettre en colère. Mais comme vous savez pas gérer ou appréhender cette colère, ben c'est la peur qui prend les devants de la scène. Et c'est elle que vous tentez de réguler. Mais tant que vous essaierez de réguler la peur, vous ne répondrez pas à votre besoin, qui est celui de reconquérir votre espace de liberté à travers ces préjudices que vous considérez subir. Est-ce que ça vous parle, Sophie, ce que vous dit Robert Zully? Alors c'est très 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 intéressant. Ce que me dit Robert Zully, j'avais pas vu ça comme ça. Surtout qu'en plus, en fait, je voulais aussi parler qu'avant je me mettais énormément en colère. J'avais aussi des crises de spasme physique, mais en plus je me mettais en colère régulièrement. Et donc je voulais justement parler de l'énergie de la colère, que je trouvais qu'il pouvait être une énergie qui vous permet d'aller vers l'avant, de couper avec des choses, je trouve que, quand on est trop souvent en colère pour rien, évidemment, c'est une énergie qui peut être néfaste, mais je trouve que c'est une énergie qui est plus dans l'action que la peur, alors que la peur a tendance à vous, à vous empêcher de bouger. Inhibé, oui, bien sûr. Mais en même temps, quand on réagit en colère sans trop savoir justement un petit peu analyser notre colère, on peut avoir des réactions qui sont terriblement néfastes. Mais est-ce que ce que vous vous sentez obligé de faire, ça correspond à quelque chose qui ne serait pas à vous de le faire, par exemple, notamment on le pense au travail, on est parfois en colère sans s'en rendre compte, mais parce qu'on considère que c'est pas à nous de faire telle tâche, que ce serait plutôt à l'autre. Par exemple, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir, moi je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme exemple. Souvent, des fois, c'est aussi d'être en présence de certaines personnes que je n'ai pas envie de voir et que il faut que je vois parce que j'en sais rien moi. Par exemple, je vous donne un exemple. C'était il y a longtemps, mais bon, c'est ça qui me vient, donc je vous dis ça. On s'était séparés avec mon ex-copain et il fallait qu'on fasse l'état des lieux ensemble. Et moi, je n'avais pas envie de le voir. D'accord. Et donc, j'ai fait une crise de spasmophobie et j'ai pas pu y aller, quoi. Oui, mais là, on peut tout à fait imaginer qu'il y avait de la colère. Être obligé de le voir parce que bon, il y avait quelque chose de concret qu'il fallait faire, mais en même temps, vous aviez aucune envie de le voir. Donc, ça peut ce que vous raconte Robert, ça a du sens. Oui, mais ça a du sens. Alors, mais ça voudrait dire quoi, Sophie? Ça voudrait dire que de toute façon, vous avez toujours eu l'impression, dans votre enfance, d'être obligé de faire plus peut-être que vos frères et sœurs, ou je ne sais quoi. Je pense qu'il y a certainement une origine à ce sentiment de colère très 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 fréquent par rapport à ce que vous avez à faire. Ça c'est pas venu comme ça par hasard. Veiller, contrainte, voire subi du harcèlement à la maison. C'est-à-dire que... D'accord. J'avais pas le droit de faire ci, j'avais pas le droit de faire ça. On me coupait l'électricité pour pas que je téléphone, pour pas que j'écoute la musique, pour pas... Oui, donc on n'a pas respecté vos besoins. Donc je pense que c'est parce que si, en fait, Robert Zully, c'est toujours à l'origine d'un fonctionnement qu'il faut essayer de comprendre. Sinon, on ne fait que répéter. Bien sûr. Bien sûr. Malheureusement, je serais tenté de dire, parce que souvent ça nous confronte à de la souffrance, mais malheureusement, ces comportements que nous répétons adultes trouvent leur origine dans des blessures émotionnelles liées à notre histoire infantile. Et là, quand Sophie nous raconte qu'elle a été privée d'électricité, qu'elle ne pouvait pas se faire plaisir en écoutant de la musique, le préjudice, c'est la non-considération. Elle n'est pas considérée en tant qu'individu autonome qui peut se faire plaisir. Et donc, on la punit et ça rend ça nous agace profondément. Et ça nous rend extrêmement sensibles à tous ces préjudices arbitraires que l'on peut subir dans le quotidien et qui nous font sortir de nos gonds. Et ça doit sans doute parler à Sophie, mais je pense qu'elle a horreur de ce qui est arbitraire, qu'elle ne peut pas comprendre. Mais en fait, je viens de me rendre compte que, en fait, j'ai horreur des contraintes.
Ben oui, écoutez, au moins vous n'aurez pas appelé pour rien, Sophie. Hein. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Allez, on fait on fait pas une petite pause. On va d'abord écouter Patrick qui va nous répondre à 3 questions intimes et qui pourra ensuite en poser une à Robert Zully. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte, bonjour Robert. Alors Bonjour, d'abord, Patrick. première question, on va être un peu positif parce que là pour l'instant on a parlé beaucoup de la peur. Quelle est votre dernière grande joie que vous avez ressentie? Racontez-nous. C'était ce matin, Ouais. ma fille de 3 ans qui chantait des chansons pendant qu'on s'occupait de sa grande sœur, à mon fils de 4 mois, et qui était ravi d'entendre sa grande sœur faire 5-6 chansons d'affilée, qui était le jukebox. Donc ça m'a été à la fois très drôle à voir, très émouvant, et pour moi c'est une grande joie, ce genre de situation. Ouais, oui, écoutez, on peut l'imaginer. Et puis c'est vrai que la naïveté, la joie des enfants, elle est très très communicative. Alors deuxième question, un petit peu plus sexuelle évidemment. Est-ce que vous avez plutôt eu 1 ou 100 partenaires? Plus proche de 1. Plus proche de 1, d'accord. Ouais. Et dernière question, quelle note donneriez-vous à votre libido en ce moment? Alors, quelle note alors moi, j'ai toujours une libido active via mon imaginaire, dans mes pensées, dans ce que ça m'occupe. Et après, il y a des moments où j'ai une activité sexuelle avec une partenaire plus ou moins intense. Et là, comme on a un bébé qui vient d'arriver, on va dire que cette deuxième partie est plus en stand-by. En voix basse, mais que par ailleurs, moi je n'oublie pas, j'ai la libido intellectuelle, on va dire, est toujours bien présente. Oui, mais là, la question Donc, c'était sur votre libido. Hein. La libido, c'est le désir, c'est l'envie. Elle peut être excellente, même si la réalisation n'est pas toujours là. Donc, je mettrai à 7 actuellement. 7 sur 10, d'accord. Voilà. Eh bien, vous pouvez poser une question à Robert Zully, il vous écoute, allez-y. Alors, bonjour Robert. Quelle peur, quelle plus grande peur avez-vous vaincu et comment? Ah, intéressant. Ma plus grande peur, en fait, c'est de mourir. Et j'ai un scénario terrible de mort, c'est de me retrouver enfermé, asphyxié. Évidemment, symboliquement, ça renvoie à un coffre dans lequel on est enfermé quand on est mort. Hein. Vous savez, je crois que ça s'appelle un cercueil, me semble-t-il. Il paraît. Il paraît, voilà. Alors après, certains décident de la crémation, comme ça, le coffret est plus petit. Je sais pas si on fait des économies d'ailleurs, mais bon, c'est pas la question. Et donc, comment vaincre ça? Tout à l'heure, Brigitte parlait de visualisation. Quand je me sens dans des espaces contraints et où je perçois que je pourrais manquer d'air, je visualise de grands espaces dans lesquels je vois de la neige tomber, parce que ça a un effet extrêmement apaisant pour moi de voir la neige tomber. Donc voilà comment j'essaye en temps réel de réguler cette plus grande peur qui m'anime. Et vous voyez, je vous dis les choses avec une grande sincérité. Hein. Eh bien, je comprends pourquoi vous êtes exilé au Canada, hein, Robert Zully. Il y a plus de neige que chez nous en France, même si ces derniers jours, on en a eu. Merci Patrick, en tout cas. Merci beaucoup. On fait une petite pause. On revient sur les émotions avec vous, bien sûr, au 0826 300 300. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons vos émotions avec Robert Zully qui est avec nous, qui a beaucoup travaillé sur les émotions et vous avez écrit aussi des livres qui permettent d'aider les parents à comprendre comment on peut expliquer à nos enfants quelles sont les émotions qu'ils ressentent. Amélie nous rejoint. Bonjour Amélie. Bonjour Brigitte, bonjour Robert. Bonjour Amélie. Bonjour, je vous appelle parce que j'ai aussi beaucoup de mal à gérer certaines émotions. Oui.
aussi pas mal de... Enfin, j'ai fait des crises de spasmophilie depuis que j'ai 15 ans. C'est apparu un peu comme ça du jour au lendemain. Et après plusieurs psychothérapies, j'ai toujours beaucoup de mal à gérer essentiellement la peur de l'abandon. Alors ça peut être dans les relations sentimentales comme amicales, mais aussi dans le cercle familial. J'ai beaucoup de mal à gérer le fait que les gens puissent, par exemple, faire des choses sans moi ou me sentir vraiment mise de côté. Et donc dans ces cas-là, c'est beaucoup de. Alors excusez-moi, hein, je vous coupe un peu, Amélie, mais c'est à la fois de l'abandon, mais c'est aussi du rejet, me semble-t-il, parce que un peu les deux, oui. Ouais, c'est pas seulement la peur que d'être quitté, c'est aussi la peur qu'on vous invite pas, qu'on fasse pas les choses, que vous soyez exclu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça soit exclu du cercle. Et donc dans ces cas-là, ça se traduit donc beaucoup de peur, beaucoup de crises de larmes, d'angoisse et aussi parfois beaucoup de colère quand j'arrive pas du tout à gérer. Et c'est très compliqué, c'est très compliqué à faire par rapport aux autres parce que au début ils sont là, mais après ils comprennent de moins en moins. Et même si j'ai fait un gros travail sur moi, c'est vrai que c'est très compliqué à vivre au quotidien, quoi. Et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir manqué de quoi que ce soit quand j'étais enfant. Je dis pas que j'ai tout eu, mais j'ai pas l'impression d'avoir été abandonnée, mise de côté ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que des fois, je comprends pas forcément pourquoi j'ai ces réactions en tant qu'adulte. Et voilà, je sais pas si vous pouvez m'éclairer un peu là-dessus. On va essayer, en tout cas. Robert, allez-y, je vous en prie. Ouais. Amélie, oui, ça m'interroge ce que vous dites. Quand vous faites le parallèle avec votre propre histoire en disant je comprends pas d'où ça vient parce que j'ai pas l'impression d'avoir vécu de l'abandon, de la mise à l'écart. Vous avez dit un mot intéressant, vous avez dit hors du cercle à un moment donné. La question que ça pose, c'est que parfois on s'approprie des préjudices vécus par d'autres dans l'histoire familiale. Est-ce qu'il y a dans votre histoire familiale des abandons, des mises à l'écart, des histoires de réussite qui sont traduites à la fin par des échecs et qui auraient pu faire que des gens se soient sentis mis à l'écart malgré eux alors que ça n'aurait pas dû. Et ça vous parle, ça? Ça vous dit quelque chose? Je pense que mes deux parents, il n'y a pas eu d'abandon directement, mais je pense que mes deux parents ont été mis à l'écart par leurs propres parents dans leur enfance. Et peut-être qu'effectivement, j'ai pris leur souffrance à un moment donné. Peut-être. Oui. Vous voyez ce que ça fait penser dans ce que vous racontez, c'est qu'au fond, vous n'arrivez pas à trouver votre place et comme si parce que vous ne trouvez pas votre place, vous avez l'impression que les autres ne vous la donnent pas. Oui, je pense. J'ai l'impression d'être toujours en décalage avec les autres. J'ai deux frères aussi. Et moi, j'ai l'impression d'être la seule qui ne réussit pas dans la vie, alors que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, ou par rapport au fait d'avoir acheté une maison, ce genre de choses. Enfin, eux, ils ont tout, quoi. Ils ont leur petite famille, ils ont un emploi stable, etc. Et moi, j'ai pas tout ça, et je me sens vraiment toujours la personne la moins bien, entre guillemets. Et je pense que ça engendre encore plus de colère et encore plus de tristesse quand les gens... Oui, bien sûr, mais pour revenir sur ce que vous a dit Robert, votre mère souffrait de cette situation de ne pas avoir eu justement sa place, si je puis dire. Oui, je pense, oui. Elle a beaucoup souffert. Elle a fait beaucoup de crises de spasmophilie, même des grosses crises de tétanie. Et alors, vous voyez, je crois que là, vous êtes vraiment, vous avez été en tant qu'enfant une éponge avec votre maman, et vous êtes encore la petite fille qui ressent tout ce que sa maman ressentait, en quelque sorte. Oui, ce à quoi ça renvoie, ce que vous dit Brigitte aussi, c'est probablement le fait que vous tentiez de réparer le préjudice qu'a subi votre mère. D'accord. Oui, j'ai toujours voulu la réparer, faire beaucoup plus, la réparer et être là pour elle. Et je dis souvent, même à mes amis, que j'ai souvent été entre guillemets l'adulte dans la maison en étant enfant, parce que j'avais pas l'impression que je pouvais le faire, et donc du coup. Oui, mais du coup, vous êtes emparé d'une responsabilité qui n'est pas la vôtre, en considérant que vous auriez des bénéfices secondaires à cela. Malheureusement, ces bénéfices secondaires
ils sont pas avérés. Et je crois qu'au fond, il est peut-être urgent que vous vous appropriez votre vie, en fait, à vous. Que vous exprimiez ce dont vous avez envie, vous, que vous vous connectiez à vos propres besoins et que vous les réalisez, sans considérer que vous soyez redevable d'une quelconque souffrance d'un autre. Oui, c'est ça, j'ai vraiment cette impression d'être tout le temps redevable, en fait, c'est ça. Ouais. Oui. Et oui, et c'est pas comme ça que vous allez vous faire aimer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que vos deux frères, qui sont donc des garçons, et qui sont donc peut-être moins en fusion avec leur mère, comme souvent, n'ont pas eu cette tendance à ne pas trouver leur place, tandis que vous avez tout pris, si je puis dire. Alors c'était certainement la preuve que vous êtes un être capable d'empathie, capable d'avoir envie d'aider les autres. Mais maintenant, il va falloir que vous preniez le temps de vous aider et d'avoir de l'empathie pour vous. Oui, c'est ça. Oui. Et de vous aimer vous-même. C'est précieux que vous réussissiez et que vous ayez la reconnaissance, l'attention que vous méritez pour vous. C'est vraiment extrêmement précieux et donc ça passe par le plaisir qu'on s'accorde. D'accord. C'est quand même quelque chose de très compliqué à mettre en place. Bien sûr, ça va être très compliqué parce que vous êtes un petit peu, comment dirais-je, enraciné dans ce comportement. Mais moi, je pense que c'est déjà important que vous puissiez toute seule déjà trouver votre place. Tous les jours, prenez un peu de temps pour vous et installez-vous, si je puis dire. Après, vous pourrez évidemment aller travailler avec quelqu'un maintenant qu'on a déjà trouvé la piste. Et puis ensuite, eh bien, je pense qu'avec les autres, il faut que vous appreniez à ne pas attendre d'eux ce qu'ils ne peuvent pas vous donner. Puisque c'est vous qui avez besoin de ça, mais j'allais dire, c'est la petite fille qui est en vous qui a besoin de ça. Et ça, les autres ne peuvent pas vous le donner. Ils peuvent donner à l'adulte que vous êtes, mais ça suffira de toute façon jamais, puisque on sait très bien que quand on a une blessure d'enfance, c'est un peu un puits sans fond. Oui, c'est ça. Vous comprenez? Donc, oui, je comprends tout à fait. Donc, il n'y a que vous qui pouvez, si je puis dire, remplir ce puits sans fond. C'est pas les autres. Oui, tout à fait. Vous avez raison, mais c'est vrai que c'est très très compliqué parce qu'on attend toujours. Oui, mais c'est pas grave. Maintenant que vous avez repéré, chaque soir vous pouvez faire un petit bilan. Donc là, j'ai été en colère, là j'ai été triste, là et voyez ce que ça renvoie sur vous-même. D'accord, ça marche. Merci à vous deux en tout cas pour cette écoute. Oui. Autorisez-vous à vivre les choses pour vous. Oui, c'est vraiment important. Et on voit encore une fois, Robert Zully, comment on peut avoir été aimé et sécurisé par ses parents, parce qu'on voit bien que Amélie le dit, elle a pas eu une enfance traumatique, désastreuse. Sauf que on sait qu'il y a des hommes qui deviennent médecins parce que leur maman était très malade. On sait qu'il y a donc on voit bien qu'il y a cette part-là aussi qu'il faut qu'en tant qu'adulte on réalise en quoi on a voulu sauver l'un ou l'autre de nos parents, si ce n'est les deux d'ailleurs. Et oui, c'est la complexité de la relation, mais qui en fait la richesse. Allez, la petite devinette du jour. C'est un terme sexuel, mais on l'utilise de manière négative quand on a affaire à quelqu'un de lâche. De quoi s'agit-il? Robert Zully, vous avez le temps des infos pour me donner la réponse. C'est Gilles Gonzman, je vous souhaite une bonne année 2024 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, il est 15h. Parlons vrai. Les infos, nous retrouvons François Germain. Bonjour à tous. Un nouveau déplacement pour Gabriel Attal. Après le Pas-de-Calais hier, le nouveau Premier ministre visite cet après-midi un commissariat du Val-d'Oise en compagnie du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui devrait d'ailleurs rester au gouvernement. Gabriel Attal compose actuellement sa nouvelle équipe. La piste d'un gouvernement resserré est évoquée avec une quinzaine de ministres, pas plus. Gabriel Attal qui a reçu le soutien d'Olaf Scholz. Le chancelier allemand félicite le nouveau Premier ministre pour sa nomination. Il dit se réjouir de poursuivre et de renforcer
renforcer la coopération entre les deux pays. Une France et une Allemagne toujours plus unies, c'est une Europe toujours plus forte et qui avance, a répondu Gabriel Attal. Un élève de 13 ans frappe son prof de technologie en plein cours. C'est dans les Alpes-Maritimes que la scène s'est produite hier à Pégoma. Après une remarque sur son comportement, le garçon aurait jeté une chaise en direction de l'enseignant, puis renversé une table avant de le frapper à plusieurs reprises. Une mesure d'exclusion à titre conservatoire a été prise dans l'attente d'un conseil de discipline. L'enseignant a porté plainte. Un nouvel épisode dans le feuilleton judiciaire chez la famille Delon. Le fils de l'acteur Alain Fabien a déposé plainte contre sa sœur Anouchka pour abus de faiblesse et préjudice sur leur père. Une enquête préliminaire a été ouverte. Le début des soldes d'hiver aujourd'hui, l'occasion de faire la chasse aux bonnes affaires, même si d'année en année, cette période de promotion est éclipsée par d'autres opérations commerciales comme le Black Friday ou les ventes privées. Ces soldes auront lieu jusqu'au 6 février. On connaît les noms des premiers porteurs de la flamme olympique cet été à Paris, avec notamment l'ancienne escrimeuse Laura Flessel, l'ex-nageur Camille Lacour et l'ancien champion de taekwondo Pascal Gentil. En amont des compétitions olympiques, 3000 porteurs de la flamme participeront à des relais collectifs organisés par les fédérations sportives. Coup d'envoi le 8 mai. Et puis le Cantal et la Lozère en vigilance orange à la neige et au verglas. Météo France appelle à la prudence, en particulier au volant. À noter que le Pas-de-Calais, de son côté, est encore en orange pour crue. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Robert Zuilly, coach en entreprise, psychologue clinicien, qui aime nous rappeler que nous n'avons que 4 émotions, la colère, la joie, la tristesse et la peur. Le reste, ce ne sont pas réellement des émotions, et c'est important parce que, par exemple, le dégoût, il n'est pas forcément provoqué par... enfin, il peut être provoqué, par exemple, par la peur ou par la colère, et donc c'est important de bien comprendre tout ça. Vous pourrez d'ailleurs revenir sur cette idée, Robert Zuilly, si vous voulez, mais après m'avoir donné la réponse à ma devinette. Alors c'est un terme qu'on utilise, c'est un terme sexuel qu'on utilise de manière négative quand on a affaire à quelqu'un de lâche. Oui, et qu'il n'a pas de... Il n'a pas de... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Ah oui, je vois que vous êtes sur la bonne voie. Oui, mais mon éducation m'interdit de prononcer à l'antenne des mots qui pourraient être perçus comme vulgaires par vos auditeurs, Brigitte. Bon, c'est Est-ce que vous m'autorisez ? C'est vous je vous autorise à le dire, mais sinon je peux le dire. Si vraiment ça vous met mal à l'aise, si ça vous rend, si ça vous fait peur. Je peux le dire, on est entre nous. On est entre nous. C'est ne pas avoir de couilles, je crois. Évidemment, bravo en tout cas Robert pour avoir trouvé la réponse à la devinette, c'est pas si fréquent. Oui, vous voulez revenir sur justement cette notion par exemple de surprise, de dégoût qu'on associe souvent à des émotions et qui ne sont pas. C'est ce que j'appelle les territoires émotionnels. Dans le dernier ouvrage que vous avez cité, qui est paru il n'y a pas très longtemps, j'explique ces territoires émotionnels avec lesquels on n'est pas forcément familier, qui se traduisent par des registres différents d'expression de nos émotions. L'émotion, c'est après la pulsion, c'est une modalité forte d'expression de ce que nous ressentons. Or, nos ressentis ensuite peuvent être de différentes natures. Il y a les sentiments, par exemple l'amour, la satisfaction, la fierté. Je parle de sentiments plutôt positifs. Et puis il y a les sentiments qui sont négatifs en termes, non pas parce qu'ils sont péjoratifs, mais qui sont négatifs parce que ils procurent un ressenti désagréable. Donc il y a par exemple l'injustice, la frustration, des choses comme celle-là. Donc ça, on est dans le registre des sentiments. Et puis, par exemple, à l'inverse des sentiments, il y a les ressentiments. Vous savez, ces sentiments négatifs et douloureux adressés à l'encontre d'un tiers, comme la haine, la jalousie, la rancœur. Exactement, le mépris, toutes ces choses-là. Exactement. Et puis, il y a nos états émotionnels. Par exemple, en entreprise, on parle beaucoup du stress. Dans notre vie quotidienne, on peut parler de fatigue, d'agacement, de nervosité, de plénitude. Nous sommes dans des états qui sont, au plan émotionnel, on les appelle des états parce qu'ils sont transitoires normalement. S'ils perdurent, c'est qu'il y a un problème. Si la plénitude ou l'exaltation perdure, c'est qu'il y a un souci. On prend des trucs qu'il faudrait pas prendre. Si on est stressé en permanence, il y a un sujet, il faut savoir le traiter pour pas que ça se transforme en souffrance. Et puis, il y a, par exemple, aussi, après nos états, nos sentiments et nos ressentiments, il y a nos sensations. La sensation, c'est par exemple le plaisir que j'ai, c'est l'envie, c'est le dégoût dont on a parlé tout à l'heure. Et chacun d'entre nous, on a parfois des territoires d'expression qui sont plus ou moins
marqués. Par exemple, les gens qui sont très dans la preuve, les choses très concrètes, ils ont une faculté à ressentir plus facilement les états. Ils vont plutôt témoigner de leurs émotions à travers leurs états. Je suis nerveux, parce que ça nous parle, voilà, c'est très concret. Les gens qui sont plus dans l'imaginaire, qui se projettent dans un futur possible, dans des idéaux, c'est des gens plutôt passionnés et eux, ils vont être plutôt dans la sensation. Alors que ceux qui sont dans la compréhension des choses à travers le sens, la symbolique, ils sont plutôt dans l'expression de leurs sentiments. Ils vont avoir besoin de dire à l'autre « je t'aime ». Parce que s'ils ne le disent pas, ils ont l'impression qu'il manque quelque chose à leur vie. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous ces territoires, quand on les met dans un sac, ce sac s'appelle nos ressentis. Ouais. En tout cas, ça montre bien à quel point c'est complexe et c'est pas si étonnant que ça qu'on ait du mal à savoir exactement ce qui se passe en nous. Hein. Christine est avec nous maintenant. Bonjour Christine. Bonjour Brigitte et bonjour Robert. Merci de m'accueillir. Bonjour Christine. Alors c'est intéressant parce que vous, on va partir sur une émotion différente que de la peur. C'est la tristesse qui est souvent présente chez vous. Oui. Alors moi j'ai fait pas mal d'allers-retours entre la colère et la tristesse. C'est-à-dire que dans la colère, j'avais des ressentis en fait de non reconnaissance de ce que j'étais, de qui j'étais. Et c'est à travers les mots de l'autre en fait qui m'a mené de la colère. Et en fait je savais pas quoi en faire. À part m'isoler dans une pièce et pleurer, énormément pleurer. Donc moi je suis très très contactée effectivement par la tristesse. C'est intéressant Robert parce qu'on voit que souvent tristesse et colère sont liées, ce qui peut paraître a priori complètement incroyable. Oui, alors ce que j'ai observé, c'est que la tristesse en fait est une conséquence très souvent de colère qu'on n'a pas su réguler, mais aussi de peur qu'on n'a pas su réguler. C'est-à-dire que la tristesse témoigne de notre capacité à réguler nos colères et nos peurs. Si je n'arrive pas à réguler une colère, parce que vous le dites, Christine, par exemple, vous subissez ce qu'on appelle un préjudice de non-reconnaissance, donc vous avez l'impression de ne pas être considéré, de ne pas être apprécié, de ne pas être pris en compte. Quand on ne sait pas réguler cette colère, ça nous rend triste. La tristesse, en fait, nous renvoie à une notion qu'est la perte. On a perdu quelque chose et on renonce à vouloir le reconquérir. Et c'est ça qui nous rend triste. C'est que sur l'instant, on a l'impression d'avoir perdu pour toujours. Mais heureusement, l'être humain, c'est une force vitale qui est importante et il a de l'espoir et il recommence. Mais quand on ne sait pas la réguler, forcément, cette colère nous renvoie toujours à de la tristesse et ça finit par affecter quelque chose qui s'appelle l'estime de soi, dont j'ai dit 2 mots tout à l'heure. Et cette estime de soi qui est très précieuse parce que elle peut nous donner la capacité à être résistant à la déception, résistant à la tristesse. Mais c'est douloureux. Et j'imagine qu'à chaque fois, si vous éprouvez ce besoin de vous isoler, Christine, c'est parce que vous avez besoin de prendre ce temps pour reconquérir un espace sur l'estime de soi qui peut être qui peut s'être estompé dans ce brouillard émotionnel et la tristesse. C'est vrai que la tristesse, moi, elle m'amène vraiment dans un besoin d'isolement, de reprendre contact en fait avec vraiment les ressentis. Et j'ai passé une période de 3 mois, mais de 3 mois jour pour jour, à pleurer du matin au soir, sans forcément savoir donner du sens en fait à cette tristesse, à cet état, en fait. Et je l'ai compris du coup un petit peu plus tard, à la fin de ces 3 mois, et d'une perte d'un idéal, c'était l'idéal, c'était l'idéal d'un couple, l'idéal de la famille, etc. Où j'ai mis pendant 20 ans toute mon énergie, toute ma vitalité, tous mes espoirs en fait à une famille idéale. Et ça s'est terminé par une séparation et cette étape de 3 mois est venue 2 ans après la séparation. Donc c'est vrai que je me disais mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu il y a 2 ans parce que ça fait 2 ans donc du coup ça fait long, enfin c'est autre chose. Et en fait non, au bout des 3 mois je me suis rendu compte qu'en fait j'étais dans mon étape de deuil
Le deuil de la famille, le deuil de ma place de mère dans la maison familiale, etc. Mais 3 mois, c'est long. C'est long, surtout sans comprendre, en fait, véritablement le sens de cette émotion. Oui, mais parce qu'en fait, quand il y a un événement dont il faut faire le deuil, on n'est pas tout de suite dans l'acceptation. Et il a certainement fallu 2 ans pour que vous acceptiez de faire le deuil de cet idéal. Et pendant 2 ans, il y a dû y avoir de la colère, il y a dû y avoir une incompréhension. Il y a peut-être même eu un moment où vous n'acceptiez pas que ce soit fini. Enfin, vous voyez, je crois Robert Zwilich, que c'est peut-être ça qui explique ce temps entre la grande tristesse. Ouais. Allez-y, je vous en prie. Oui, il y a vraiment une question de proportionnalité avec nos émotions. C'est-à-dire que quand on s'interdit de se connecter à nos émotions, nos ressentis sont d'autant plus forts et d'autant plus durables. Probablement que si vous aviez entamé ce travail de deuil plus rapidement, vous n'auriez pas passé 3 mois à pleurer. Mais comme le dit Brigitte, et c'est Elisabeth Kubler-Ross qui a très bien décrit les stades du deuil, le premier stade du deuil, c'est souvent le déni. C'est-à-dire on n'y croit pas. Et on se dit c'est pas possible. Et on le réalise pas. Et on se dit mais je me suis trompé, l'autre va réaliser, il va revenir, on va redevenir une famille. Et effectivement, là, ça vous a confronté à cet idéal auquel probablement vous ne vouliez pas renoncer. Et cet idéal c'était d'autant plus fort qu'il vous a empêché d'y renoncer. Et c'est ça qui fait que vous avez eu ce temps de déni, de non-acceptation, comme le dit Brigitte, pendant 2 ans. Et forcément, quand vous avez réalisé, parce que il y a un principe de réalité qui nous rappelle à la raison, parfois, et qui fait qu'on réalise que, oui, et là, il faut faire le deuil. Parce qu'on ne peut pas rester dans ce déni-là. Là, ça dure longtemps. Parce que c'est à la hauteur de l'intensité de votre tristesse, et ces 3 mois de pleurs, de larmes, témoignent de la force de l'idéal que vous aviez en termes de représentation du couple, de votre rôle en tant que mère et en tant que femme. Ça pose la question de comment vous pouvez reconquérir cet espace pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour redevenir ou pour être une mère sans être plus forcément un couple parental aux yeux de vos enfants. Et qu'est-ce que vous faites pour ça d'ailleurs? Alors déjà, je crois que oui, vous aviez raison. Enfin, j'étais vraiment dans l'incompréhension et j'étais pas du tout consciente de n'avoir pas fait ce deuil en fait pendant 2 ans. En fait, pour moi, c'était acquis. J'étais séparée et voilà, j'étais pas vraiment consciente que ce deuil n'avait pas été fait. Mais c'est aussi une façon de comment dirais-je de survivre toutes ces phases de deuil et notamment le déni. Restez avec nous Christine, on va revenir justement sur ce que peut provoquer la perte de son idéal et cette tristesse qui peut en effet être si importante, si envahissante. On fait une petite pause et on vous retrouve tout de suite Christine. C'est Jean-Jacques Bourdin. Je vous souhaite une très bonne année avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Home Schmidt Home. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Robert Zwilich est avec nous, nous évoquons nos émotions et j'avais envie de revenir justement sur le témoignage de Christine qui est avec nous et de cette grande tristesse qui l'a envahie pendant 3 mois parce qu'elle faisait le deuil de cet idéal de couple. Je crois qu'on ne parle pas assez de la confusion de nos émotions lorsqu'on est quitté ou lorsqu'on quitte d'ailleurs, parce que très souvent il y a de la colère d'abord et ensuite de la tristesse et c'est important d'accepter cette tristesse qui est nécessaire sans doute pour être enfin en paix, si je puis dire, avec soi-même et peut-être avec l'autre d'ailleurs. Forcément, et c'est un cocktail émotionnel qui peut être une vraie déflagration en fonction de l'intensité du choc émotionnel que représente cette rupture de cet idéal. Et oui, on parle bien sûr au début de colère parce qu'on se dit mais c'est pas juste ce qui m'arrive. Après tous les efforts que j'ai faits, j'ai mis par exemple dans le cas de Christine 20 ans à construire un couple et voilà comment ça se termine du jour au lendemain. C'est insupportable et donc c'est légitime de ressentir de la colère.
Et puis, profondément, à un moment donné, on se rend compte que c'est terminé. Et là, on commence à accepter. Et c'est là où ça fait mal. Et où on est cueilli par cette tristesse qui fait qu'on peut être anéanti, qu'on peut considérer qu'il n'y a plus de sens à vivre même. On se dit, mais pourquoi c'est pour arriver à ça? Et c'est important de savoir la traverser. Et c'est là où c'est important d'avoir des amis. C'est là que c'est important d'avoir des proches qui vont nous soutenir, qui vont nous redonner goût à la vie. Et il faut pas oublier que derrière ça, il y a notre quatrième émotion, qui est notre troisième émotion dans ce processus, qui est la peur, de se dire, mais comment demain je peux faire pour ne pas revivre la même chose? Parce que je peux avoir peur de me réengager et de dire, mais au fond, est-ce que ça va pas être un scénario qui va se répéter? Et puis, quand la vie nous offre cette chance de reconstruire quelque chose, ben là, on retrouve de la joie et on vient de boucler la boucle. Chez certains, ça prend une vie. Certains n'y arrivent jamais. Et d'autres ont cette faculté de renouveler des histoires d'amour et on se dit, mais comment ils font? C'est incroyable. Est-ce que c'est sincère? Et c'est pas... Évidemment, pour ceux qui en souffrent, la question de la sincérité peut être légitime, mais elle ne se pose pas cette question. Quand on éprouve des sentiments, ils sont forcément sincères. Après, sincères dans ce qu'on se raconte à soi. Et c'est ça qui compte au fond, parce que c'est ça la valeur de notre ressenti, c'est comment on le perçoit. Mais vous voyez, ça prend toute cette boucle-là, et ça peut prendre du temps, mais il faut accepter de ne pas maîtriser les choses à ce moment-là. Et comme on parle beaucoup d'amour dans cette émission, ça me paraissait important de rappeler à quel point nos émotions par rapport à l'amour, elles sont fluctuantes. Et ce que je voulais dire, Christine aussi, vous avez pleuré pendant 3 mois, vous avez laissé cette tristesse vous envahir, et c'est formidable parce que si on dénie sa tristesse, on peut se provoquer des maladies. On le sait à quel point la tristesse qui n'est pas ressentie, qui n'est pas vécue, elle peut se traduire dans le corps et parfois ça fait très très mal. Hein. Alors de mon côté, je crois que le corps il m'a pas laissé le choix justement. Non, mais c'est bien que vous ayez de vivre pleinement la tristesse. Ouais. Et moi, mes amis, mes plus proches amis étaient mes 3 filles à qui j'ai vraiment partagé ce que je vivais. Il me semblait super important justement de leur... Enfin, je cachais pas mes émotions qui me traversaient. Ouais. Et j'essayais d'éclaircir un peu la situation avec elles et justement pour pas qu'elles le prennent pour elles ou qu'elles se sentent fautives de ce qui se passait. Donc déjà, ça c'était super important pour moi. Ensuite, pendant 3 mois, j'ai essayé toutes les thérapies autour de moi parce que c'était tellement pesant et lourd qu'il fallait que je trouve une solution pour que ça s'arrête en fait à un moment donné. Et puis en fait ça s'arrêtait jamais et je crois qu'en fait le corps me disait mais tant que c'est pas terminé, tant que tu n'as pas traversé, tant que tu n'as pas accepté, eh ben je continuerai justement à t'envoyer pour moi les émotions c'est source de messages et à un moment donné quand j'ai compris effectivement ça s'est apaisé. Et c'est ça, en fait, c'est de traverser les émotions. Et maintenant, je les accueille avec le plus de bienveillance possible. Je me relie à la petite fille, à mon enfant intérieur. Et ça passe beaucoup plus fluidement, en fait. C'est beaucoup plus harmonieux. Et je partage. C'est comme si je mettais ma part d'émotion à côté de moi et je me reconnecte. Et c'est comme si j'avais une discussion avec cette part de moi qui est triste et qui m'explique qu'est-ce qui se passe pour elle en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai acquis au fil du temps quoi. Donc tout ça m'a permis de grandir en fait. Oui, mais vous voyez, c'est encore une fois ce que je dis souvent, une épreuve, parce que c'est une épreuve évidemment, une rupture aussi importante, et puis c'est une épreuve d'être pendant 3 mois en train de pleurer. Mais vous en avez fait quelque chose de ces épreuves, c'est-à-dire que ça vous a ouvert à vous-même, si je puis dire. C'est ça. Ça vous a fait grandir. Ouais, tout à fait. Et ça nous apprend à nous connaître et à mieux nous respecter parce qu'en fait, la colère, c'est ça, c'est que je me laissais éteindre quelque part cette part de joie que j'avais et aujourd'hui, je me positionne plus, je m'affirme un peu plus et je me laisse plus justement éteindre cette joie qui a pris pleinement sa place aujourd'hui en fait. Eh oui. Bravo Christine.
Vous êtes devenu adulte. Vous êtes devenu adulte et il est. Il est jamais trop tard. On est bien d'accord. Et puis souvent, quand on est en couple, quand on est en plus une mère avec des enfants, on s'occupe tellement des autres que au fond, on laisse pas beaucoup de place pour soi-même. Et c'est peut-être aussi la leçon que vous avez reçue par ce chemin que vous avez été obligé de traverser. Merci beaucoup Christine, merci beaucoup. Dans un instant, c'est Christy qui va réagir justement sur les émotions qu'elle ressent, et puis il y aura un petit love conseil. Je vais vous parler des grands obstacles au plaisir. Tiens, d'ailleurs, le plaisir, qu'est-ce que c'est? Robert Zully va nous répondre dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam 4, des shows très très chauds en webcam. Découvre de nouveaux plaisirs sans tabou pour mater sans être vu et réaliser tes fantasmes les plus chauds. Inscris-toi gratuitement sur cam4.fr. Cam 4. Tu cliques, tu mates, Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Sud Radio Béziers 104.7. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors j'ai trouvé 10 obstacles importants au plaisir, Robert Zully, mais d'abord le plaisir, c'est quoi? C'est évidemment pas une émotion. Non. Quoique non, la joie apporte du plaisir. Mais... Bien sûr, et c'est le point commun de toute joie, quelle que soit son intensité, elle procure du plaisir. Et souvent, je définis le plaisir aussi avec le couple qu'elle forme avec sa meilleure ennemie et la souffrance. Le plaisir et la souffrance, ce sont en fait deux sensations parmi les plus intenses qu'il nous est offert de vivre. Et c'est un apprentissage d'une vie, de savoir accueillir ses plaisirs, savoir se faire plaisir, ne pas s'imposer des souffrances, ne pas confondre effort et souffrance. C'est tout un apprentissage, tout ça. Alors, je vous propose donc les 10 plus grands obstacles au plaisir. Écoutez bien, vous cochez. Si vous en avez moins de 4, ça va. S'il y en a plus de 4, là, il va falloir travailler. Alors, je les mets pas forcément dans l'ordre d'importance. Donc, il y a la culpabilité. La culpabilité peut être un obstacle au plaisir. Alors après, il y a 1000 raisons d'être coupable. La peur, évidemment, ça, je pense que tout le monde le sait. La peur de mal faire, la peur, etc. Les inhibitions. Il y a des personnes qui sont très inhibées face au plaisir. La méconnaissance, notamment la méconnaissance de son corps. Les tabous imposés par notre culture ou nos parents. Le stress, c'est également un grand obstacle au plaisir. Le contrôle, qui est évidemment l'opposé du lâcher prise. Les addictions, des addictions comme par exemple trop d'alcool peuvent être un obstacle au plaisir. Une dépendance à l'autre, et puis un surmoi trop rigide, c'est-à-dire cette sorte de gendarme intérieur qui nous empêche d'oser être qui on est ou faire ce qu'on aurait envie de faire. Voilà. Alors il y en a peut-être d'autres, mais déjà faites le point avec ces 10 obstacles. Voilà. Bon, moi ça va, j'en ai moins de 4, donc je suis tranquille. Robert Zully, ça va? Vous êtes tranquille? Oui. J'ai eu très peur, je vous avoue. Et j'aurais pu me mettre en colère. Pas avec moi. Je me sens serein. Bon, tout va bien. Valérie nous rejoint. C'est important, Valérie, parce que vous avez vous aussi eu une mère qui vous a certainement beaucoup impressionné quand vous étiez enfant. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Robert. Vous m'entendez bien? Très bien, Valérie. Allez-y. Bon, ok. J'ai longtemps, j'ai 60 ans maintenant, et j'ai longtemps figé mes émotions. J'avais aucune émotion. Et après un travail thérapeutique, j'ai compris que ça venait sûrement de ma mère qui était maniaco-dépressive et qui a fait 6 tentatives de suicide. Et donc avec des excès comportements excessifs dans les deux sens, dans la déprime, dans la joie. Et à côté de ça, j'avais un père asiatique donc qui ne montrait aucune émotion. Ouais. Et moi, j'ai grandi dans une forme de confusion et de ne rien comprendre.
Et une fois adulte, dès que j'éprouvais des émotions, j'en avais un peu peur, oui, et je les figeais. Et je suis devenue quelqu'un un peu froid. J'ai eu un premier fils que j'ai éduqué d'abord à l'ancienne, un peu au démarrage. Un garçon, il n'a pas trop d'émotions. Et puis, en fin de compte, ses émotions faisaient peur. Mais j'ai pas fait de travail thérapeutique encore, là. Et c'est quand j'ai aperçu que mon fils commençait à avoir pas un bon comportement que j'ai travaillé sur moi. Et j'ai commencé à comprendre d'où venait. J'ai terrorisé d'avoir des émotions et en me disant, est-ce que je suis pas maniaco-dépressive dès que j'éprouve une émotion? Donc vraiment, j'étais terrorisée par ça. Et la vie m'a donné, 15 ans après mon premier fils, une fille qui, elle, s'avère, je pense, hypersensible. Donc depuis toute petite, elle a des émotions dans tous les sens. Donc je comprenais rien et ça m'a encore terrorisée. Et c'est que vers 10-12 ans, je me suis dit, mais elle est peut-être maniaco-dépressive comme ma mère. Et j'ai eu ce temps de vraiment, je pense, moi je ressentais l'émotion parce que ça me faisait toucher un peu cette peur. Jusqu'au jour où, après un long travail thérapeutique, j'ai aussi vu une amie qui avait une affiche dans une école sur les différentes émotions. Et ça, c'est intéressant par rapport à ce que nous a dit Robert tout à l'heure. C'est que là, moi, j'ai fait une découverte. Il y avait plein d'émotions. Ça s'appelle sur une girafe. Et je me suis aperçue qu'il y a des émotions, je savais même pas les nommer. Donc, celle qui m'a marquée, c'était le dégoût. Et donc, tout à l'heure, vous avez parlé de ça. Donc là, je comprends. Ça me met un peu en confusion. Il faut que je comprenne. Il y a 4 émotions et tout le reste, c'est plutôt des sentiments. Donc, bon, voilà. Donc, du coup, j'ai à vous entendre. Valérie, il n'est jamais trop tard pour découvrir des choses essentielles. Donc, merci en tout cas de votre témoignage parce que ça montre bien combien de familles sont totalement handicapées avec leurs émotions. Et c'est important de le dire parce que quand on est complètement handicapé avec les émotions, on est forcément handicapé avec les autres. On est forcément dans une impossibilité à communiquer de soi à soi. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va parler de la météo, on va parler de notre nouveau Premier ministre, on va parler de la neige, on va avoir des discussions qui sont finalement très superficielles et on ne va jamais être en relation avec l'autre. Vous êtes d'accord avec ça? J'imagine, je vous vois sourire, Robert Zully. Ben oui, parce que merci à Valérie de témoigner et de ne pas avoir eu peur de prendre l'antenne pour parler de ça. Vraiment, bravo. Mais vous parliez tout à l'heure des obstacles au plaisir et vous avez énoncé le mot de tabou. Dans certaines familles, l'émotion est un tabou. C'est vrai. Et donc on bloque l'accès à l'expression émotionnelle. Et donc on ne peut pas élaborer ses émotions. Et on arrive à un vide psychique. Un vide psychique qui nous fait effectivement être dans l'expression des choses superficielles, comme vous l'évoquez, ou de vivre dans l'instant les choses, parce que se projeter, penser au passé ou se projeter dans le futur, ben, ça nous fait éprouver des émotions et on veut surtout pas. Donc on restreint le champ d'expression potentielle de nos émotions en vivant uniquement dans l'instant présent. Valérie, c'est extrêmement riche ce que vous dites. Au fond, vous parlez d'un état émotionnel qu'est la terreur, en parlant de vous. Vous parlez du dégoût qui était le vôtre, qui est une sensation, qui n'est pas un sentiment. Cette sensation, elle peut être liée à la colère ou à la peur. Vous savez, il y a les personnes qui nous dégoûtent parce qu'elles font des actes répréhensibles et c'est de la colère profonde qu'on ressent. Et puis, il y a le dégoût qu'on ressent parce qu'on a peur, par exemple quand on est enfant, de devoir manger quelque chose qui nous dégoûte. Et là, c'est de la peur qui prend le pas. Vous, ce qui est intéressant, c'est de voir, quand vous parlez de dégoût, quelle est son origine? Est-ce que c'est de la colère parce qu'au fond, votre mère était maniaco-dépressive et elle n'a pas pu être peut-être la bonne mère que vous évoquiez? Ou est-ce que ça vous a dégoûté parce que vous aviez tellement peur de lui ressembler? Et est-ce que toute votre vie, vous n'avez pas tenté d'éviter de ressembler à quelqu'un plutôt qu'à exister pour vous-même? C'est ça la question que ça pose, ce que vous dites, Valérie. Et il est temps, comme le... Oui. Pardon? Allez-y, oui, allez-y. c'est exactement ça.
j'ai refusé de ressembler à ma mère et elle me disait des choses de la vie. J'ai mis 40 ans à avoir une vie en essayant de lui prouver qu'elle avait tort. Et j'ai aussi travaillé j'avais fait un vœu insensé. Moi, je serai heureuse que quand toute ma famille sera heureuse. Donc j'ai découvert ce vœu insensé, que j'ai un peu travaillé dessus. Et on va dire, là, dans les 10 ans, mes 2 parents sont morts et ma mère est morte il y a 3 ans. Et je commence à être heureuse. Et je veux dire, c'est là où je comprends que ça a touché toute ma vie. Et là, plutôt, je suis touchée parce que j'ai ce fils aîné que j'ai un peu figé. Eh ben, lui, il est en pleine crise de quarantaine, de divorce. Et je pense qu'il n'a pas accès à plein d'émotions que je vois. Et que ma fille, du coup, m'a vraiment aidée. Ça m'a fait travailler sur les émotions et j'ai envie de dire ensemble. On grandit un peu, elle a 25 ans. J'aide à comprendre qu'elle est hypersensible et qu'il faut peut-être qu'elle aille voir aussi quelqu'un parce qu'elle a du mal à gérer ses émotions. Donc ça a touché toutes nos histoires de famille. Mais si je vous appelle, c'est que maintenant je me sens un peu plus en paix et je dois m'autoriser surtout à laisser ces enfants qui eux-mêmes vont voir un thérapeute et que je me mets pas j'ai déjà lâché un peu la culpabilité de tout ça puisque moi-même c'est les conséquences de ma famille, mais qu'il y a un moment, moi aussi, je peux être en paix, là. J'arrive à vivre, à y avoir des relations et d'être dans la joie. Et bon, voilà. Donc, mais Valérie, vous savez que on entend dans votre voix ces petits moments de joie. On l'entend dans votre voix parce que la voix, je le répète, elle transmet énormément nos émotions et on peut reconnaître d'ailleurs à la voix de certaines personnes à quel point ils ont bridé leurs émotions. Donc on l'entend votre joie. Je pense que vous êtes en effet en train de vous ouvrir à la vie. Et merci beaucoup de ce témoignage. Ce qui est important, Robert Zully, c'est que l'époque change quand même. On a tendance à critiquer beaucoup le monde actuel. On n'a jamais autant parlé des émotions qu'aujourd'hui. L'empathie est un terme très nouveau qui n'existait pas au début du XXe siècle. Je crois qu'il faut quand même de temps en temps se dire que l'humanité quand même, en tout cas dans le monde occidental, s'améliore et c'est peut-être, c'est peut-être aussi grâce à des personnes comme vous, Robert Zully, qui ne cessent de nous parler de nos émotions. Oui. Mais c'est le sens de la vie, c'est-à-dire que la société nous impose de nous consacrer un peu à nos émotions parce que elle nous fait éprouver des émotions. Regardez comme tout va vite, et comme tout est instantané, comme nous avons accès à l'information partout dans le monde, et donc on est bombardé, j'allais dire, d'émissions. D'émissions télé. Qui prône l'émotion comme un spectacle parce qu'on va afficher sa colère, parce qu'on va afficher sa peur, parce qu'on va être contre ça, et donc on est bombardé d'émotions en permanence. Et donc il est extrêmement urgent d'aider nos citoyens, et ça devrait même être une mission gouvernementale, quel que soit le gouvernement, d'aider le citoyen à gérer ses propres émotions pour être un électeur conscient, lucide et apaisé, parce que Valérie nous le dit, quand on est en accord avec ses émotions, quand on les regarde, quand on les observe, qu'on les nomme, ça nous apaise. Et donc on est en paix avec soi, et quand on est en paix avec soi, on est plus facilement en paix avec l'autre. Tous les conflits naissent de la souffrance des personnes qui sont incapables de gérer l'autre dans sa différence parce qu'elle est confrontante. Donc il est urgent que nous soyons concentrés sur nos émotions. Eh bien, merci beaucoup Valérie de votre témoignage. Merci vraiment. On fait une petite pause et on va conclure avec Christy qui est avec nous. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Robert Zully est avec nous pour nous aider à comprendre nos émotions et je rappelle votre livre qui est sorti il y a pas très longtemps, Le pouvoir des liens, c'est aux éditions Mango et dans ce livre vous expliquez bien à quel point c'est important d'être en relation avec ses émotions si on veut être dans des liens positifs avec les autres. C'est Christy qui conclut avec nous. Bonjour Christy. Bonjour Brigitte, bonjour Robert. Bonjour Merci. Merci d'être avec nous. Vous avez tendance à
contrôler vos émotions. Enfin, vous essayez en tout cas parce qu'on les contrôle pas. Hein. Je crois que ça, vous vous en êtes rendu compte. Oui, c'est ça. En fait, avant, j'avais tendance à penser qu'il fallait absolument contrôler ses émotions. Puisqu'étant hypersensible, c'est vrai que ça a eu tendance à me poser problème, notamment lors de mon ancienne relation, puisque j'étais avec un homme qui était plutôt stoïque et assez terre à terre. Donc c'est vrai que quand, par exemple, il disait quelque chose qui me contrariait ou qui provoquait de la tristesse en moi, et bien tout de suite c'était multiplié par 10 voire par 100. Et c'est vrai que du coup je n'arrivais pas forcément à contrôler tout ça, et ça engendrait forcément beaucoup de conflits entre nous. Et au fur et à mesure j'ai voulu avoir une meilleure relation avec mes émotions, et j'ai appris à mieux les appréhender et à savoir les expliquer surtout depuis que je vois une psychologue. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup de bien dans ma façon d'échanger avec les autres, et surtout lorsque mes émotions décidaient de se montrer, j'avais plus matière à expliquer pourquoi ça provoquait une tristesse ou colère chez moi, et expliquer précisément ce qui faisait que ces émotions avaient été déclenchées. On sait, on parle aujourd'hui beaucoup de l'hypersensibilité, hein, Robert Zuili, ça aussi c'est nouveau. C'est vrai que dans un premier temps, les personnes hypersensibles sont souvent très encombrées, si je puis dire, par leurs émotions, mais si on y travaille, ça peut devenir un atout. Oui, bien sûr, on peut être submergé par ses émotions, et c'est le cas des personnes hypersensibles. Maintenant, certains d'entre nous faisons une confusion entre contrôler ses émotions et résister à ses émotions. C'est pas du tout la même chose. Contrôler peut inclure de les accueillir, mais c'est comme l'eau. On peut pas résister à l'eau qui coule. Par contre, on peut canaliser son flux. Avec nos émotions, c'est pareil. Nos émotions, c'est un courant, c'est une énergie qu'on peut canaliser pour en faire quelque chose de favorable. Mais si on résiste, elle nous submerge et elle dévaste tout. Et c'est cet apprentissage que vous semblez avoir fait, Christy. Et c'est précieux parce que effectivement, ça conditionne la qualité relationnelle dans un couple, au travail, et ça nous permet de mieux dialoguer. Et quand vous dites qu'au fond, vous avez su partager vos émotions pour que l'autre les comprenne, ça permet à l'autre de s'ajuster. C'est ça qui est intéressant. Alors que si on ne dialogue pas avec ses émotions pour mieux en parler à l'autre, l'autre ne peut qu'interpréter. Et bizarrement, quand on interprète ce que l'autre ressent, eh ben on se plante. Mais très très souvent. Parce que c'est très rare qu'on interprète favorablement les choses. Si moi je vois Brigitte en train de grimacer, en fonction de mon émotion, je peux l'interpréter en disant « Ah bah tiens, j'ai dit une bêtise. Ah bah tiens, elle est pas contente. Ah bah tiens, elle est contrariée. » Alors que ça n'a peut-être absolument rien à voir, mais c'est très rare que quand on ne comprend pas l'émotion de l'autre, on l'interprète favorablement en se disant « Bah tiens, juste Brigitte, elle prend un moment, elle se détend et elle apprécie le moment qu'elle vit. » Et c'est ça qui est important dans nos relations avec les autres, c'est d'essayer de faire en sorte de neutraliser ces territoires d'interprétation qui mettent de l'ambiguïté dans la relation et qui, bien souvent, créent du conflit. On dirait que vous avez réussi, Christy. Oui, Christy ? Oui, excusez-moi. Non, mais je vous en prie. Donc vous avez... parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on essaye de résister à une émotion, imaginons par exemple que vous êtes en colère contre votre partenaire parce que il n'a pas fait ce que vous aviez envie qu'il fasse, enfin qu'importe. Si vous essayez de résister, de cacher votre colère, elle ne va faire que grandir. Oui. Vous voyez ? Et à partir du moment où vous acceptez de reconnaître que vous êtes en colère, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez communiquer, vous pouvez et vous pouvez aussi comprendre que c'est peut-être parce que ça a touché une part de vous que vous êtes en colère. C'est pas qu'il a voulu vous mettre en colère. Oui, c'est sûr. Après, bon, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne sommes plus ensemble, puisque malgré ce travail sur moi, quand j'arrivais à mettre des mots sur pourquoi ce qu'il avait dit ou ce qu'il avait pu faire me mettait en colère, ce qui là, du coup, était problématique, c'est que malgré mon explication, lui ne comprenait pas que ça m'ait mis dans cet état-là, alors que j'étais capable de lui expliquer pourquoi. Donc au final, c'est un peu ça qui a mis fin à notre relation. Mais en tout cas, avec d'autres personnes, comme par exemple ma mère, avec laquelle je suis vraiment
fusionnel, c'est beaucoup plus simple pour nous quand il y a un désaccord. Oui, parce que vous vous sentez comprise. Mais ce que vient de dire Christy me semble essentiel dans la relation, quelle qu'elle soit, amitié ou amoureuse d'ailleurs. Robert Zully, ce qui est important, c'est pas forcément que l'autre soit d'accord ou pas avec nous, mais qu'au moins ils comprennent qu'on a une vérité différente de la sienne. S'il n'y a pas cette capacité à se sentir entendu, compris, je crois que la relation elle est à plus ou moins long terme quand même vouée à l'échec. Oui, vous savez, Brigitte, que j'ai travaillé à la création d'algorithmes qui mesurent la compatibilité relationnelle en fonction de nos interactions émotionnelles. Et il y a des gens, qu'on le veuille ou pas, mais c'est comme ça, on n'est pas compatible. C'est très rare, mais on n'est pas compatible parce que émotionnellement, nos interactions sont infructueuses. On ne se comprend pas, on ne se capte pas. On est dans l'incapacité de comprendre ce que l'autre ressent, parce que notre filtre à nous de représentation de la réalité n'est pas le même. Et c'est ça à quoi nous confronte la relation amoureuse, c'est quel regard nous avons sur le monde et comment nos émotions nous influencent dans cette perception de la réalité. Si en couple, on n'a pas le même avis sur la politique, c'est compliqué de s'entendre, on le veuille ou pas. Si y en a un qui est très croyant et que l'autre ne l'est pas, ça peut rendre difficile à terme la compatibilité amoureuse. Et c'est ça que nous enseigne l'émotion, c'est que plus on l'accueille, plus on est en capacité de s'ajuster à l'autre, d'accepter l'autre à travers ses différences, sans pour autant renoncer à soi. Et c'est ça le difficile labeur qui nous est parfois proposé, c'est de savoir accueillir ses émotions, accueillir celles de l'autre, sans renoncer à soi, et sans accepter de nourrir ses propres besoins indépendamment de l'autre. Et ça demande une sacrée maturité émotionnelle, parce que ça demande de respecter la liberté de l'autre, comme à l'autre de respecter notre liberté. Mais c'est ça qui fait la qualité, une très belle qualité de relation amoureuse. C'est quand on se sent libre de vivre avec l'autre alors qu'on est en couple. Oui. On se sent libre comme si on était seul. Ça s'appelle peut-être l'intelligence émotionnelle, Robert Zully. Ça s'appelle l'amour, avant tout. Ouais, je sais pas, parce que vous savez, au nom de l'amour, il y a eu quand même bien des désastres dans l'humanité depuis la nuit des temps. Hein, donc je ne sais pas. En tout cas, j'ai un peu avancé sur ce que signifie l'intelligence émotionnelle. J'ai toujours pas trouvé la définition de l'amour, mais peut-être que vous l'avez, vous, Robert Zully ou Christy, vous savez ce que c'est que l'amour? Je pense que c'est compliqué. Hein. Moi, je ne pense pas être capable d'expliquer ce qu'est l'amour. Moi non plus. Moi non plus. Robert Zully, alors allez-y, expliquez-nous ce que c'est que l'amour, puisque vous avez l'air de savoir. J'ai l'air de savoir. Non, je peux vous dire ce que je ressens. Mais c'est ma réalité. J'ai le sentiment que l'amour, c'est une harmonie émotionnelle qui fait que quand je ressens quelque chose, l'autre est capable de le percevoir, ça ne le remet pas en question, et il peut être une ressource à ce moment-là, et réciproquement. Voilà pour moi ce que peut être une expression de l'amour. Une expression de l'amour, oui. Bon, ce sera peut-être notre prochain sujet, Robert Zully, si on fait une prochaine émission ensemble. Hein. Mais en tout cas, c'est pas une émotion pure, l'amour. Ça, c'est déjà une chose qu'on peut dire. C'est un sentiment, ou c'est un état peut-être aussi. Je crois que on parle d'état amoureux. Oui, on parle toujours du sentiment amoureux, mais en fait, quand on est en amour, comme diraient les Canadiens justement, quand on est en amour, eh bien, on est dans cet état de comment dirais-je, de plénitude. Oui, c'est peut-être ça, et c'est peut-être ce que je peux souhaiter à tous ceux qui nous écoutent, qui ont suivi cette émission pendant 2 heures. Peut-être que ça vous a aidé à être en amour, on est dans cet état de meilleur être. Ça vous va comme conclusion, Robert Zully? Oui. Mais vous savez, Brigitte, quand je vous écoute, je me dis que vous offrez à vos auditeurs, à travers cette émission, une capacité à découvrir et à vivre de belles émotions partagées. Parce qu'au fond, je pense que vos auditeurs ont plaisir à vous écouter, ils ont plaisir à revenir vous voir. Ils savent qu'ils vont entendre des choses qui vont les aider, qui vont faire qu'ils se sentent moins seuls, qu'ils vont avoir le sentiment que eux, ce qu'ils vivent aussi, d'autres le partagent et qu'ils ne sont pas seuls au monde.
Et l'amour, c'est de la relation. Et c'est ce que propose votre émission. C'est une mise en relation à travers les ondes. Donc, merci pour eux et pour nous. Merci à vous, Robert Zully. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le pouvoir des liens. C'est aux éditions Mango. Demain, on va parler de ce qui n'est pas l'amour, cette tendance à vouloir changer l'autre, changer notre partenaire. Et ce sera avec Hélène Vecchiali. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. C'est Alexandre Delovan, je vous souhaite une excellente et une bonne année 2024 et tous mes meilleurs vœux de bonheur. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. C'est parti pour les soldes Conforama avec de très belles remises sur le meilleur de l'électroménager. Comme le lave-linge Samsung 9 kg classe énergétique A à 394,39 €, soit 30% de remise. Conforama, selon date des soldes et dans la limite des stocks, voir conditions sur conforama.fr. Sud Radio Dax. 102. Sud Radio. Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huile et bougies de massage. Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix. Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins. Découvrez notre nouveau showroom à Septem-les-Vallons ou passez commande sur rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion.